Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play, un Canary Play à l'heure pour une fois, et oui ça arrive, donc on est bien content de vous retrouver cette semaine, même s'il va falloir débriefer le match nul du FC Nantes, c'était face à Lille en fin d'après-midi dimanche, 2 buts partout. Tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Jordan Guercher, on a toujours un trou en hiver, c'est fou. On en reparlera parce que c'est vrai que sous l'air également Michel Derzakarian, on avait souvent pointé du doigt ces manques du côté du mois de janvier et février. On va reparler avec nos trois invités du jour en commençant par saluer Philippe Audouin d'RTL. Salut Philippe. Salut Anthony. Avec également Yves Doroff qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Salut Yves. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Tout le monde était à l'heure, c'était parfait. Et même Greg Julien de France Bleu Loire-Océan qui revient Anthony. Pourtant de Scandinavie et qui était à l'heure malgré un petit détour par l'Allemagne. Par Munich. Ouais. Par Munich. Bon, tout s'est bien passé pour le H. Ça s'est un peu moins bien passé, on va le dire, pour le FC Nantes. Un petit tour de table rapide. Nantes-Lille, 2 buts partout. Évidemment, mauvaise opération, Yves. Oui, mauvaise opération, surtout qu'il était intéressant de récupérer les 3 points sur ce match-là à la maison, suite au match précédent. Maintenant, on a vu quand même de bonnes choses, mais une tendance, c'est que depuis le début de l'année, on a beaucoup moins de rigueur et beaucoup moins concentré sur le plan défensif, et ce qui nous coûte donc du coup des buts et surtout des points. Et des points, effectivement. Philippe, tu étais du côté du stade de la Beaujoire dimanche après-midi. Les journées s'accumulent là, depuis le début de l'hiver et Nantes, bizarrement, déjoue. Oui, alors ça se vérifie en chiffres, parce que si je ne me trompe pas, c'est une victoire sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oui. 8 même. Donc effectivement, ça casse l'élan de la première moitié de saison. Hein. Il y a une rupture assez nette. Sur le match de dimanche, il y a de quoi avoir des regrets pour Nantes, parce que Lille était quand même assez faible. Parce que Nantes mène 2 fois au score. À chaque fois que Nantes marque, on se dit que le plus dur est fait. Et puis malgré ça, Lille revient 2 fois au score. Et je crois que sur l'ensemble du match, c'est 20 tirs à 7, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Enfin bon, il y avait tout pour prendre les 3 points sur ce match-là, ce qui aurait permis de reprendre un petit peu ses distances par rapport à la meute de poursuivants, parce que maintenant, ça se resserre vraiment dans la course aux 5 et 6e places, parce que c'est vraiment ces 2 places-là qu'il faut viser d'ici la fin de saison. Donc là, c'est une belle occasion de manquer et il y a de quoi avoir des regrets pour Nantes. Et encore une équipe grecque de bas de tableau relancée par le FC Nantes. Lille qui était vraiment pas en bonne condition puis qui vient prendre un point. C'est gâché, aurait dit Giroud. C'est vraiment gâché parce que les Nantais, c'est en première période, je pense, qui peuvent vraiment faire la différence. Le break, se mettre à l'abri assez rapidement face à une équipe de Lille qui a proposé, au moins en première période, un jeu quand même assez insipide, assez pauvre. Assez pauvre, effectivement. On va écouter Abdoulaye Touré à la sortie de ce match, de ce 2 buts partout. Avant cela, c'est Maxime Jacob 15 qui nous dit, vu de la Beaujoire, gros match de Rongier, Salah, Thomasson, Touré et Alcibiade. Flop pour Chiroto et Iloki, la base et le coaching. Eh bien, on écoute la réaction justement d'Abdoulaye Touré à ce 2 buts partout. Écoutez, il parle de spirale négative. On est dans une spirale un peu négative. Les points, on les prend pas comme on devrait les prendre. En première partie de saison, c'est vrai que c'était plus facile. Là, on a eu un mois de janvier compliqué et je pense va falloir faire le dos rond et sortir de cette spirale, comme j'ai dit. Ah, il n'y va pas justement avec le dos de la cuillère. Abdoulaye, il le dit contrairement aux autres d'ailleurs à la sortie du match. Lui, il parle carrément de mauvaise période. Bah oui, en termes de points, c'est pas terrible, on peut le dire. 5 points pris depuis le début de l'année 2018. Et puis si on rajoute l'élimination en Coupe de France, voilà, ça fait quand même une spirale de match quand même sur une dynamique négative. Maintenant, on a cette chance encore d'être toujours 5e, mine de rien. À 1 point, c'est sûr d'avance, mais on est toujours 5e, donc profitez encore de ça pour essayer de se relancer. Un match difficile la prochaine fois contre Nice, ça c'est sûr, même si Nice n'est pas forcément au mieux non plus. 3 défaites consécutives, on en reparlera. On avait dit, on attendait ce match avec impatience, que ça allait être un choc. On pensait que ça allait être les 2 équipes qui allaient jouer justement cette 5e place. Bah là, Nantes y est toujours, Nice est un peu descendu, mais ça va être un match tout aussi important la semaine prochaine. Effectivement. Alors, on est avec Claudio Ravioli qui nous dit, évidemment, le compte parodique de Claudio Ranieri. Pour moi, sur le match, je mets en flop Gigi, qui ne sort pas sur Pépé. Giroto, que je trouve pas bon sur le marquage, et le repli. Totogol 44, j'espère que Gigi, Iloki et Giroto vont aller chauffer le banc de touche. Ils sont simplement nuls. Voilà, évidemment, vous êtes nombreux à parler des joueurs nantais à l'issue de ce 2 buts partout, et beaucoup parlent d'Emiliano Sala, auteur d'un doublé. Il en est à 10 buts, l'Italo-Argentin. Il se fait
raisonnablement taillé sur les réseaux sociaux par son manque d'efficacité. On le voit, Emiliano Sala a célébré évidemment ses buts. Qu'est-ce que vous pensez d'Emiliano Sala cette saison? Parce qu'à chaque fois, il divise finalement. Bah oui, il divise parce que c'est vrai que alors il abat toujours un travail défensif énorme, il court toujours beaucoup, pas toujours à bon escient je trouve des fois, mais en tout cas il est toujours à essayer de faire le maximum pour aider l'équipe. Après il a certainement et même sûrement des carences un peu techniques de temps en temps, mais voilà, il est quand même encore à 10 buts cette année et mine de rien, c'est le meilleur buteur du club, c'est celui qui nous porte quand même vers l'avant. Donc voilà, donc c'est vrai que deux visages. Deux visages, mais ça veut dire que c'est lui qu'il faut pointer du doigt, Emiliano Sala, au club? Non, pas du tout. Si vous enlevez ses débuts de cette saison, il va pas rester grand-chose. Hein. Donc je trouve qu'à ce stade de la saison, avoir marqué 10 buts, ça veut dire qu'il peut raisonnablement envisager les 15 buts en fin de saison. 15 buts en Ligue 1 pour un attaquant, et battre son record, ça commence à être parlant. Hein. Il a marqué 12 buts l'an passé. Exactement, c'est son record en Ligue 1. Il a déjà atteint le chiffre de 15, mais en Ligue 2, je trouve que... Moi, je ne suis pas farouche partisan d'Emiliano Sala, mais c'est quand même difficile de lui tomber dessus. Alors effectivement, dimanche, il rate une énorme occasion qui, pour moi, plie le match, parce qu'il y aurait eu 2-0 s'il l'avait mise. Maintenant, c'est difficile de lui tomber dessus parce qu'il marque quand même 2 buts, 2 jolis buts. 4 occasions, Emiliano Sala, 2 buts. Et donc, déjà, on ne peut pas parler d'un attaquant qui n'est pas efficace. Hein. Quand il met 50% de ses occasions, c'est déjà pas si mal. Quand il réussit un doublé. Et puis, il faut voir aussi tout ce qu'il abat à côté en termes de débauche d'énergie. Il use et défense. C'est quand même, c'est pas rien, hein. C'est difficile quand même de le tailler. De le tailler, effectivement, et c'est notre confrère Loïc Folliot dans Ouest France qui parlait d'Emiliano Sala, qui donnerait son corps à la science à l'issue de sa carrière. C'est vrai que les débauches d'énergie d'Emiliano Sala, on en parle depuis des années, mais au-delà de ça, ça marque quand même. Alors pourquoi on le taille comme ça? Cette débauche d'énergie, ça fait que quelquefois, il rate peut-être des situations un peu faciles qui permettraient à son équipe de prendre le large. C'était le cas face à Lille. Moi, je pense qu'il est à son niveau, quoi. Franchement, il est à son niveau, il fait plutôt une bonne saison. Et en fin de saison, c'est un garçon qui va avoir une valeur marchande. Parce que comme dit Philippe, s'il arrive à 15 buts, ce qui est envisageable, je crois qu'il y avait déjà des clubs qui étaient prêts à mettre 15 à 20 millions d'euros pour le recruter au mercato cet hiver. Des clubs entre 10 et 15. Entre 10 et 15, déjà. Je sais pas. Entre 10 et 15. Alors, parce qu'il y a des chiffres qui sont donnés par certains. Moi, faire monter les enchères, c'est ça? Voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, la moitié repartira à Bordeaux et de la Somme. Voilà. S'il est acheté. S'il est acheté par un club anglais. Et là où je rejoins Greg, c'est qu'effectivement, ça peut monter vite pour un attaquant, parce qu'un attaquant, c'est toujours plus cher. Et dès l'instant, il marque des buts. Non, mais alors, c'est pour ça on parlait. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais puisqu'on en est sur le sujet d'Emiliano Sala, qu'on va écouter dans quelques minutes. On parle de valeur marchande, mais est-ce que ce garçon, il ne faut pas le garder et le faire prolonger? Parce que retrouver un garçon à 15-20 buts par saison, est-ce que ce sera facile? Est-ce qu'on peut se le permettre? Peut-être au club, je ne sais pas. Hein. S'il y a une belle offre, déjà l'an passé, il avait fait une bonne saison. On pensait qu'avec ses 12 buts, déjà, qu'il avait atteint un peu un sommet. Là, s'il est capable peut-être de finir la saison avec 15 buts, voilà, est-ce qu'on peut passer à côté d'une revente d'Emiliano Sala, même s'il faut partager avec Bordeaux, mais peut-être pas. Alors après, c'est vrai que c'est une tire les pénaltys aussi. D'accord. Oui. Il y a 10 buts cette saison, je ne sais pas combien, il y a 3 pénaltys. 3 pénaltys. On est dans des considérations d'argent, financières, mais sportivement, est-ce qu'il faut le garder, ce garçon, d'après vous? Moi, j'aurais tendance à dire oui. J'aurais pas forcément dit ça jusqu'à l'année dernière. Puis en fait, dans la durée, je me dis, quand même, ça va pas être évident de le remplacer. Donc j'aurais tendance, vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous récupérez, hein. C'est pas facile en plus pour un attaquant. L'adaptation, voilà, est toujours plus délicate. Donc moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui, il faut tout faire pour le garder. Le garder et imaginer l'année prochaine si le FC Nantes a 2 ailiers enfin. Oui, il pourrait être abreuvé et alimenté de ballons. Non, mais ça pourrait dire 20 ou 25 buts dans la saison. Non, pas autant, mais ça pourrait peut-être changer la donne pour un garçon comme ça là. Oui. Se battre peut-être un peu moins sur le terrain, mais recevoir beaucoup plus de ballons, à lui de les exploiter ensuite. On a vu le centre sur le deuxième but d'Emiliano Sala, le centre de Lucas Lima qui est superbe. Il est à la réception du ballon, une petite tête légèrement piquée, ça fait but et il est là. Non, mais il est très bon dans le jeu aérien de toute façon. Après, toute la difficulté, c'est la carrière d'un joueur. Lui, il ne se voit certainement pas à Nantes ad vitam aeternam, donc il y a un moment où il aurait du mal à comprendre que le FC Nantes le bloque s'il y a une proposition intéressante et s'il y a une aventure qui, lui, peut l'intéresser à l'étranger. À mon avis, il va être très ouvert à ça. Donc, vous ne pouvez pas non plus garder un joueur contre son gré. Alors, il aime énormément Nantes, c'est ce qu'il a dit et redit. Alors, à la fin de ce match de 2, il a été un petit peu amer sur l'issue de cette rencontre. On l'a évidemment interviewé, on lui a demandé aussi défensivement pourquoi le FC Nantes prenait tant de buts. Eh bien, écoutez sa réponse. Il parle notamment de la relation de communication entre Tataroussanu, le gardien de but du FC Nantes, et ses défenseurs.
Aujourd'hui, les petits détails nous font mal parce qu'on prend encore une but sur corner et ça nous fait de mal. Il va falloir être plus rigoureux, retrouver ça. Cette petite manque de concentration peut-être, je ne sais pas, mais il va falloir trouver ça pour continuer à aller vers l'avant. Concentration ou communication entre le gardien, ses défenseurs, vous? Oui, un petit peu les deux. Concentration, communication. Parce qu'on n'a pas l'impression que Tata sort beaucoup sur ces 2 derniers matchs finalement, alors qu'il est grand, qu'il a la taille. Oui. Bon, après, lui, je pense qu'il a plus d'expérience que moi et il fait des choix. Des fois, il sort, des fois, il ne sort pas. Donc voilà, mais c'est à nous aussi de parler plus. Il y a des regrets, notamment, parce qu'on avait fait le plus dur à chaque fois. De marquer et on s'est fait rattraper les 2 fois, donc il va falloir continuer à travailler encore plus. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que Nantes, finalement, un peu freiné en ce moment, le 2018 n'est pas terrible? Non, on est 5e. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de marge à l'erreur aujourd'hui, mais on est toujours 5e. Et voilà, c'est ça le plus important, il va encore continuer à travailler pour ne pas lâcher. Voilà Emiliano Sala qui a été assez loin en interview, il était très intéressant. Gawel BR qui nous dit « Sala, ce garçon me fatiguera toujours, je sais même pas quoi dire, il justifie sa place de titulaire, mais putain quoi, il lui manque un truc. » Ah oui, mais je pense que s'il lui manque un autre truc, il n'est plus au FC Nantes, ça c'est sûr, pour le club nantais. Titiliatio qui nous dit « Faut arrêter de mettre Sala sur un piédestal, n'importe quel attaquant digne de ce nom aurait bouclé le match en première mi-temps. » Ça, c'est à voir. Enfin, en attendant, Emiliano Sala fait son taf. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. On parlait du gardien de but, Tata, Cyprien Tatarusanu, qu'on va voir évidemment aussi à l'œuvre dans ce match décisif sur les 10-15 premières journées de championnat et qui, je trouve, décline au fur et à mesure de la saison. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là ? Comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu en off, c'est un gardien qui était peut-être aussi moins sollicité dans les premiers matchs, mais en tout cas ce qu'il avait à faire, il le faisait très bien. À l'heure d'aujourd'hui, il est peut-être un peu plus sollicité, il y a un peu moins, comme on l'a dit, de rigueur, de concentration au niveau défensif du FC Nantes, donc voilà, lui peut-être aussi du coup plus sollicité et peut-être moins à l'aise, et inévitablement il prend des buts, bon même si sur certains buts... on ne peut pas trop l'accuser non plus, je veux dire, mais... Sur le match de Caen, je crois qu'il est un peu abandonné sur les coups de pied arrêtés, notamment par Giroto. Donc je crois que les responsabilités sont partagées. Sont quand même plus que partagées. C'est un ensemble. Je ne le vois pas faire de grosses erreurs. Non, mais il ne fait plus gagner de points. Voilà. Il ne fait plus gagner de points. Il est moins décisif qu'effectivement qu'en début de saison. Et c'était une vraie surprise en début de saison de découvrir ce gardien aussi bon. Et je pense qu'il était un peu au-dessus de son niveau, j'ai l'impression. Et alors, Anthony, tu l'as pointé tout à l'heure, il y a quand même, par rapport à sa taille, un problème dans les sorties aériennes. C'est pas normal qu'il s'impose pas plus. 1m96. Et oui, c'est pas normal qu'il s'impose pas plus dans les sorties aériennes. Et on sait combien c'est important aujourd'hui dans le foot moderne. Christophe Lolichon, chez nos confrères de Ouest France, s'exprimait ce matin justement et analysait un petit peu les prestations du gardien roumain. Et il disait, Greg, qu'il n'était pas forcément engagé à 100% sur les derniers buts du FC Nantes, mais qu'effectivement, il avait un souci sur son côté gauche. Qu'au niveau de l'impulsion, il prenait beaucoup de buts sur son côté gauche. Contre Paris, il le prend sur le côté gauche aussi, oui. il me semble. Oui, exact. But pris contre les Parisiens. Il est moins déterminant. Autant en début de saison, j'avais l'impression qu'il faisait gagner des points au FC Nantes. Autant là, depuis quelques matchs, j'ai l'impression que... voilà. C'est pas un garçon qui permet à son équipe de prendre plus de points. Après, si ça avait été un gardien d'un très très grand niveau, il serait resté en Serie A à la Fiorentina. Oui. Faut pas se cacher, quoi. Voilà. Les clubs italiens auraient recruté ce garçon-là, l'Inter ou d'autres clubs italiens l'auraient conservé en Serie A. Il doit avoir sans doute quelques faiblesses, quelques lacunes, quoi. Effectivement, Cyprien Tatarusanu. Alors c'est vrai qu'il a pris un premier but avec le FC Nantes sur corner, un deuxième signé Nicolas Pepe, qui est lui un vrai joueur de football. On l'a vu dès qu'il est entré sur le terrain, l'ancien Angevin, parti du côté de Lille et qui s'est exprimé évidemment sur son but avec ce petit geste que vous voyez qui a fait très mal. Vous voyez, dans ce Canary Play aujourd'hui, il y a Salah, il y a Tata, il y a Pepe, il y aura peut-être Tonton et puis les autres en fin d'émission. On parlait de l'attaque, on parlait de Salah, on parlait de son efficacité sur son doublé et de cette occasion ratée. Il y a un autre joueur qui stigmatise énormément, évidemment, c'est Jules Iloki, de par son match. Alors, je vois Philippe Audouin qui est en train de sourire. On voit l'image de Jules Iloki avec la... Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas, tu vas nous le dire. Alors, d'abord, pourquoi tu souris ? Parce que Jules Iloki, pour moi, alors, ce joueur, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal parce que techniquement, c'est très frustre.
c'est peut-être pas du niveau de la Ligue 1. Pourtant, Claudio Ranieri, il l'aligne quasiment tout le temps. Est-ce qu'on a une explication ? Non, c'est une énigme pour moi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas embouteillage à ce poste-là. Donc, c'est une moins des qu'on puisse dire. raisons. C'est une des raisons qui fait qu'il est souvent aligné. Maintenant, je ne comprends pas trop pourquoi il joue aussi souvent. Parce que je suis d'accord que techniquement, c'est juste. Très maladroit face au but. Alors, on ne peut pas lui reprocher de ne pas participer à l'effort défensif. Je pense que ça, c'est un atout important aux yeux de Ranieri. son entraîneur, dont on connaît la philosophie. Je vois que cette première explication-là pour qu'il joue aussi souvent, mais je peux comprendre toutes les critiques qui s'abattent sur Jules Ilocki. Alors, Ilokisme, qui est sur Twitter et qui est évidemment un fervent défenseur de Jules Ilocki, continue de rejeter la faute sur Ilocki. Oui, il en a raté une immanquable, Salah a raté la même, pourtant on entend moins parler, ce qui est faux parce que pour avoir raté un peu sur la toile... Il y a une différence, c'est que Salah met des buts. Oui. Combien de passes décisives pour Jules Ilocki depuis le début de sa carrière? Alors justement, j'ai la réponse. John de Révélateur qui nous dit Ilocki, c'est 2 buts et 4 passes décisives en 4 ans. Tout est dit malheureusement. Il y a une synergie entre France Bleu et France 3, C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas pourquoi. Florian qui nous dit, étonnant. Florian P qui nous dit, je suis rentré du stade, je me demande encore comment Ilocki ne peut pas caler sa frappe d'où il est. C'est vrai que l'ouverture d'ailleurs qui était jolie d'Alcibiade, il tire pas pied gauche alors qu'il doit le faire. Et voilà, la maladresse dont on parlait de Jules Ilocki, qui est illustrée par cette action-là. Que dire de plus? Mais moi, je trouve ce chiffre assez, C'est éloquent, hein. C'est assez bien sûr, incroyable. bien sûr. Combien? 2 buts, 4 passes Oui. en 4 ans? Entre 4 ans, ouais. Ouf, pour un attaquant, c'est effrayant. Oui. Alors, on le disait avec Yves, le foot n'est pas un sport que de statistiques. Mais bon, quand même, on Pour a un connu attaquant, des ça compte joueurs quand qui ont même. été virés du FC Nantes, je pense à Vincent Bessa, parce qu'il n'avait pas de stats, mais techniquement, c'était quand même autre chose. Un joueur comme Valentin Rongier n'a pas de stats. Je ne comprends pas pourquoi. Quand on voit son talent, son influence sur le jeu. Par contre, on voit bien tout ce qu'il apporte à une équipe. Donc effectivement, les stats ne disent pas tout. Mais dans le cas de Jules Ilocki, quand même, le visuel plus les stats, ça fait beaucoup. Dans le même registre, je pense que Thomasson, qui est de l'autre côté, c'est 2 buts avec Evian, c'est 4 buts à chacune de ses saisons avec le FC Nantes. Donc c'est déjà quoi, ça fait 12, 14, au moins 14 buts pour Thomasson. Oui, avec En 3 Ligue 1. ans, avec 3 ans de moins. Et décidément, la synergie est incroyable puisqu'on va écouter Oh, Adrien c'est fort. Thomasson, Va vous frustré laisser. lui aussi de son 2 buts partout face à Lille. C'était dimanche après-midi. On a eu les situations déjà pour marquer plus de buts et puis en plus de ça, on prend des buts qu'on peut éviter sur des erreurs de concentration. Donc c'est dommage, on va passer encore, on va dire que on va avoir du mal à s'endormir encore ce soir comme la semaine dernière, mais voilà, il va falloir qu'on reparte au travail parce qu'il y a un gros match qui nous attend le week-end prochain. On prend beaucoup trop de buts, donc quand on prend 2 buts par match, c'est très très difficile de gagner. Après, on va dire que voilà, on se crée plus de situations, mais au final, en termes de points, c'est pas suffisant, donc il va falloir trouver un compromis entre les deux. Un compromis entre les deux. Effectivement, on va reparler justement de ce compromis entre la défense et l'attaque, mais on va revenir rapidement sur les stats d'Ilocki, puisque Maxime Thomas nous donne quelques précisions. 2017-2018, Thomasson, 25 matchs, 3 buts et 2 passes. Passes décisives, pardon. Ilocki, 19 matchs, 0 but, 0 passes décisives. C'est vrai que là, la comparaison n'est pas vraiment flatteuse. C'est Adrien Thomasson qui parlait justement de ce contraste entre l'attaque et la défense du côté du FC Nantes. Regardez ce chiffre, vous allez me dire à quoi il correspond. Non, ce n'est pas lorsqu'on appelle la police, généralement, mais moi je parle du FC Nantes. 17 comme Charente-Maritime. Ouais, mais encore. Chercher un truc. Mais encore, 17, non. Non. Il n'y a pas de 36-17 non plus. Je vois Non, pas. plus. 17e, c'est 17e défense de Ligue 1 pour le FC Nantes en 2018 avec 10 buts encaissés, pas les moindres. Alors quand on sait que Dijon on a pris déjà 8 contre le Ça, Paris c'est en Saint-Germain. championnat. En championnat. Parce que sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, je crois que c'est 8 buts. Oui. Mais là c'est simplement On en compte la championnat coupe, sur les hein. 6 dernières journées de championnat entre janvier et février, ce qui est énorme. Alors c'est vrai que la défense de dimanche après-midi était toute nouvelle avec Alcibiade et Kofi Gigi. Les deux n'avaient jamais évolué ensemble. D'abord, comment vous les avez trouvés ? J'ai pas trouvé la charnière catastrophique sur l'ensemble du match. Alors peut-être qu'on peut. Je revois pas suffisamment le deuxième but où Gigi défend sur un peu en reculant. Mais peut-être que le mal est fait déjà avant, parce que Pépé part de loin et peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir autant de liberté. Greg, sur le aussitôt. deuxième, tu disais tout à l'heure justement. Pour moi, c'est l'image. J'ai revu l'image au ralenti. Il y a 7 joueurs nantais pour 4 joueurs angevins. Il y en a vraiment Lillois. Lillois. Parce que Pépé était Oui. en vrac. Lillois. Et il y a Lima qui est seul et qui laisse l'intervalle. Voilà. Et Pépé en profite et s'engouffre là-dedans. quoi. C'est pour ça que je trouve ça un peu.
on regarde toujours la fin de l'action, mais je trouve que parfois le mal, il est fait avant. Il est fait avant, et du coup, c'est celui qui se retrouve en position de rattraper le coup, qui est pointé du doigt à tort. Donc, pour en revenir à la question, je trouve que déjà, on peut avoir un peu d'indulgence pour un joueur comme Alcibiade, qui vient un peu de nulle part, qui joue en charnière pour remplacer les titulaires, alors que c'est pas son poste. Kofi Djidji, on l'a quand même mis arrière gauche, alors que c'est un défenseur central. Maintenant, il faut qu'il retrouve des repères dans l'axe. Donc moi, j'ai envie de dire, ces joueurs-là, il s'agit d'être un peu indulgent. Et puis Kofi Djidji, je trouve qu'il avait été excellent l'an dernier en charnière. Je trouve ça un peu dur, le sort qui lui est réservé cette année, même si Palois est impeccable, même si Diego Carlos est absolument indiscutable, évidemment, c'est le pilier. Moi, j'aurais bien vu une charnière Diego Carlos, Djidji cette saison. Alors là, aujourd'hui, on tombe sur Djidji parce qu'il est moins bon arrière-gauche, parce que quand il revient en charnière, il n'est peut-être pas au niveau de l'an dernier, mais s'il y restait dans la durée, peut-être qu'on ne trouverait rien à redire. C'est sûr ce qu'on disait, si on met Palois arrière-droit à un moment pendant 7-8 matchs, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi performant et à droite et son retour dans l'axe. Non, je ne pense pas qu'il serait aussi à l'aise que Djidji a changé comme ça de poste. Maintenant, c'est vrai que Palois, depuis quelques temps, il est quand même aussi très très bon. Ça, il faut le remarquer. C'est vrai qu'on avait un peu décrié son arrivée au FC Nantes au tout début. Donc là, en ce moment, il est vraiment très bon. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour Djidji de pouvoir passer, de jouer latéral puis de repasser dans l'axe comme ça sur un match, parce que c'est juste pour un match. Les titulaires vont revenir. Donc lui, il va repasser certainement à gauche au prochain match. Donc oui, c'est pas évident. Donc c'est compliqué, oui, de jeter la pierre comme ça. Mais juste, on dit ils sont très bons, Diego Carlos et Palois, faut le relativiser aussi. Ils ont été très bons la première partie de saison eux aussi. Sauf que là, ils ont été alignés ensemble depuis le début 2018. Ouais. Ça n'a pas empêché le FC Nantes d'avoir de mauvais résultats. Exactement. Exactement. Juste un petit commentaire sur Palois, l'arrivée de Palois qui a été décriée. C'est vrai que c'est une bonne recrue quand on voit ses performances. Sauf que moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que ce n'était pas à ce poste-là qu'il fallait recruter. Ouais, il fallait recruter là où vous aviez besoin dans les couloirs en attaque. Désolé, vous avez Awaziem, Diego Carlos, Djidji, et vous trouvez le moyen d'aller chercher un Palois en plus. C'était pour les relances courtes. Il est fait mieux. C'est l'étrangeté du recrutement. Allez, on va écouter le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois, également à la sortie de ce match. Lui aussi pointait du doigt justement le fait que le FC Nantes était vraiment pas très très bien en ce moment. Il faut qu'on soit, je pense, quand même un peu plus tueur dans les zones de vérité, que ce soit offensivement parce qu'on a l'opportunité de faire le break, et puis défensivement parce qu'on prend encore un but sur coup de pied arrêté. Et c'est dommageable. Il y a peut-être un peu moins de confiance. On est un peu moins bien reparti, ça c'est sûr, mais voilà, on a à cœur de garder notre 5e place. Ce soir on l'a fait, donc encore une journée où on avance petit à petit. Et j'espère que la semaine prochaine on va aborder ce match crucial, parce que pour nous c'est hyper important, avec la meilleure des manières, avec une victoire au bout. Et je pense que ça nous ferait du bien. Allez, avant d'aborder le calendrier du FC Nantes dans quelques instants, je voulais revenir sur de nombreux tweets qui nous parviennent sur la composition d'équipe de Claudio Ranieri. Alors c'est vrai qu'on est des milliers, des millions d'entraîneurs et de sélectionneurs à travers le monde, mais c'est Dreadmax44 qui nous dit pourquoi faire sortir Rongier à chaque match, point d'interrogation, c'est notre maestro. Ou Atlas Foot FR, je ne comprends plus du tout les choix du coach. Que ce soit la composition de départ ou les remplacements, c'est déroutant. Alors, on a une réponse pour Rongier, parce qu'effectivement, nous aussi, on se posait la question à chaud. Et Valentin Rongier nous a dit que lui-même avait demandé à sortir parce qu'il se sentait complètement au bout, très fatigué. Donc là, du coup, on a une explication très rationnelle. Bon, au niveau des choix de Claudio Ranieri, l'entraîneur du FC Nantes, je te vois un peu passer les... Ça fait rêver. Ça fait rêver. Il conserve Giroto sur le terrain, c'est très bien. Pour offrir du jeu, c'est parfait, il faut continuer. Hein. Mais pourtant, il y a des buts. Oui, il y a des buts, oui, bien sûr. Mais de chaque côté, du coup. Non, mais c'est désespérant, quoi. Moi, je trouve que d'aligner Giroto sur des matchs à domicile face à Lille, c'est totalement désespérant, quoi. Non, la logique voudrait quand même... Moi, je voyais un milieu de terrain Touré-Rongier. Et puis, du coup, vous recomposez votre secteur offensif autrement. Mais plutôt que de mettre Giroto et de maintenir Rongier qui peut s'adapter, c'est pas un problème. On met Thomasson dans l'axe et puis on met un El Ganassi à gauche. Il y a des possibilités. On disait revenir, Yves, aussi à un 4-4-2 avec Touré-Rongier, avec Nakoulma à gauche, Thomasson à droite et Ngom Salah devant. Et moi, Ngom, je l'ai trouvé meilleur en débutant qu'en entrant en cours de jeu, en général. Moi, j'ai trouvé très bon dans la minute 30 où il est rentré. Là. Il était... Et quand on fait des changements, c'est vrai. Oui, les changements très tardifs, dans le temps additionnel, c'est un peu surprenant. Léo Nantes qui nous dit sur Twitter, par contre, juste un truc, il faudra m'expliquer les changements d'Ngom et de Yacine El Ganassi 5 et 3 minutes avant la fin. C'est vrai, à quoi ça sert ? Une 30 de la fin du temps additionnel pour El Ganassi. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a 2 ans, on reprochait à Michel Derzakarian de faire les changements trop tard, il les faisait à la 60e. Effectivement. Il faisait à la 60e, on disait déjà, c'est très tard. Là, aujourd'hui, c'est 78e.
entre la 78e et la 90e. Alors justement, il y en avait certains qui estimaient que la 2 chevaux d'Erzakarian finirait largement derrière, c'était quoi, la Mercedes, La Ferrari, non Mercedes ou Ferrari Ranieri Mercedes, c'est bien ça. Vous en pensez quoi? Parce que là, est-ce que Claudio Ranieri, il s'obstine pas véritablement et il va pas dans le mur là? 36e journée, Nantes-Montpellier. Oui. Réservez vos places. Déjà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On pourra mettre un micro peut-être à Michel Erzakarian, c'est sympa. Non, mais c'est sûr que, comme l'a dit Emilio Sala, la marge se réduit. Ils sont toujours 5e. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vrai que les faits sont là. Mais Montpellier fait une remontée extraordinaire. Et puis, mine de rien, si Nice gagne la semaine prochaine, ils reviennent aussi à 1 point. Donc, attention, c'est très, très serré. Et il ne va pas falloir continuer sur cette dynamique, en tout cas de prendre beaucoup de buts, d'être moins rigoureux et de lâcher des points parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de marge. Mais je ne vois pas Nantes flancher complètement. Non, je ne pense pas non plus. Mais il faut se méfier parce que c'est vrai que je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur cette 5e place et ils ont eu raison parce que même nous, c'était 4 points quasiment. Tout le monde dit que c'est une mauvaise opération ce week-end. Non, parce que la bonne opération, c'est que le FC Nantes a pris 1 point. Par rapport à Lyon, 4e. Ça, personne n'en a parlé. Non, c'est vrai. Personne n'en a parlé. Parce que Greg Julien, lui, il voit bien le FC Nantes, 4e. Il faut voir plus haut. C'est bien, il a raison. Il faut toujours rester, être ambitieux, être optimiste. Mais bon, il faut aussi avoir la raison qui permette de dire, derrière, ça nous rattrape aussi. Et... Si Nantes finit 5 ou 6, mais alors là, moi je dis... Oui, ça sera une très belle saison. Bravo. Là, faut s'incliner. Si vous terminez 7, 8 ou 9, ça ne change pas grand-chose. Le but maintenant... il n'y a pas de Coupe d'Europe. Voilà, c'est juste ça. Non, mais entre 7, 8 ou 9, ça ne change rien. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Mais même entre 10, 11, 12... Ça change financièrement quand même, la dotation de la Oui, j'entends bien. Je parle pas financier, c'est vrai qu'en sportivement parlant, pour la Coupe d'Europe, ça change beaucoup de choses. Maintenant, s'ils finissent 8 ou 9e, ça ne sera pas catastrophique et ça sera une belle saison. Mais ce sera... Quand vous faites 5e sur toute mois. Une première moitié de saison, c'est quand même la dernière impression qui compte. Si vous terminez mal votre saison, que vous reculez de plusieurs places et que vous laissez filer une qualification européenne, le bilan, vous ne le faites plus de la même manière. C'est plus pareil. C'est surtout que Nantes avait l'occasion de faire un trou énorme sur ses poursuivants depuis quelques matchs. Là. Oui, mais on se rend bien compte à travers la remontée de Bordeaux qu'il n'y a jamais vraiment de break. Donc même si Nantes avait eu 5-6 points d'avance, il y a eu une petite marge d'ailleurs à un moment, on se rend bien compte que ça peut très vite se réduire. Moi je pense qu'il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin, y compris que Nantes reparte en retrouvant son identité défensive de la première moitié de saison, même si ce n'est pas ce qu'on préfère, c'est aussi ce qui a permis à l'équipe de se hisser aussi haut dans le classement en début de championnat. Philippe l'a dit, il n'y a pas de break, donc le FC Nantes peut jouer la 4e place. Tout à fait, exactement. On va regarder le classement, puisque vous n'arrêtez pas de parler de la 4e, de la 5e, de la 6e. On va regarder le classement ensemble. Et puis en donnant le tweet de Paulinho92 qui nous écoute en direct, on le salue. Nantes 5e possède seulement 5 points d'avance sur le 10e Guingamp. Des différences de but assez proches pour ces 6 équipes. Effectivement, ça va être très très serré jusqu'au alors peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins jusqu'au mois de mars, avril, là, ça devrait... Et moi, je pense qu'on peut arrêter... Je pense pas que Guingamp puisse se mêler à cette lutte-là. Ça va jouer entre Nice, Bordeaux, Montpellier, Nantes. Rennes, pardon. Nice va jouer la Ligue Europa, peut lâcher des points aussi. Et d'ailleurs, il joue ce jeudi. Il joue ce jeudi. Ce jeudi, mais ce sera à domicile face au club moscovite. On regarde ensemble rapidement les matchs à venir avec justement ce déplacement à Nice. Ce sera donc dimanche à 15h. La réception d'Amiens, le déplacement à Marseille qui cartonne tout en ce moment. Et puis la réception de Troyes. Alors on disait, il faut faire le plein absolument à domicile pour justement conserver cette 5e place. Nantes a déjà lâché pas mal de points. Là, il y a Amiens et Troyes qui se battent pour la relégation. Ça va pas être simple non plus. Non, mais enfin, si vous dites que ça va pas être simple contre Amiens et Troyes, qu'est-ce que vous dites du match à Marseille ou du prochain à Nice? Donc, c'est normal que dans un championnat, tout vous soit pas donné non plus. Je dirais que recevoir Amiens et Troyes, c'est quand même 2 occasions de prendre 6 points au total. Et c'est le minimum sur les 4 premières journées qu'il faut viser. Il avait fait à l'aller. Ils avaient gagné à Amiens et à Troyes. Effectivement. Antoine Dubreuil, pour finir, qui nous dit ça va être vraiment le tournant de la saison, ce Nantes-Nice, dimanche à 15h. Eh bien, on le verra, on en reparlera mardi prochain pour un nouveau numéro de Canard Replay. On va remercier Yves Deroff, on va remercier également Philippe Audouin et puis Greg Julien d'être passés ici par les studios de Canard Replay. On va vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve d'ici 7 jours pour une nouvelle émission de Canard Replay. On remercie tout le monde en régie et au service technique. Et on se retrouve dans une semaine. Bye bye et passez une bonne semaine. Allez, salut. Ciao. Bye.